Bonjour, nous sommes Luc Daou et Luc Arbour. Nous animerons les entrevues présentées par l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. La CCQ est heureuse de mettre à la disposition des partis politiques québécois une tribune donnant l'opportunité de s'exprimer sur les enjeux de la souveraineté du peuple et du processus constituant. Nous aborderons les sujets que nous croyons impératifs pour la création et l'avènement d'une réelle démocratie. Nous sommes reconnaissants de votre présence pour répondre aux questions que nous avions transmises, dans le but de susciter une réflexion constructive sur ces enjeux primordiaux pour notre société. Par souci de neutralité et d'équité, les questions seront posées telles quelles, sans argumentation. Par contre, à la fin de la série, vous serez invité à d'autres formats de discussion autour des réponses obtenues des différents partis. Et maintenant, je cède la parole à Luc pour la suite. Merci, Luc. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons M. Alain Rioux, chef de l'Alliance pour la famille et les communautés. Alors, tout d'abord, M. Rioux, bienvenue. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, en 3 minutes, veuillez vous présenter votre organisation et ses principales orientations. Je vous remercie pour la question. Donc, je pense que la meilleure façon de présenter l'Alliance pour la famille et les communautés, ce sera de présenter la mission. Et avant d'arriver à la mission, je pense qu'il est nécessaire de faire quelques constats. Un premier constat, c'est que notre planète est en train d'agoniser d'une manière trop rapide. Par exemple, les océans sont en très mauvais état après avoir absorbé une grande partie de l'augmentation de la chaleur et de la production de CO2 par l'activité humaine et par conséquent, le manque d'oxygène affecte la vie des poissons dans les océans. On voit les chaleurs extrêmes qui dépassent actuellement les 40 degrés, qui vont continuer d'augmenter, notamment dans les villes où on a entassé les populations qui se nourrissent presque essentiellement de produits industriels. Pourtant, 80% de la surface habitable n'est pas habitée par le peuple, mais sert à l'élevage industriel qui consomme la majeure partie des réserves d'eau souterraines. Et la moitié de cette production agricole-là est gaspillée au cours du processus. Donc, l'agriculture industrielle va devenir problématique également à cause des déluges et des sécheresses qu'on nous annonce avec les changements climatiques. Et je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer, pas juste pour l'augmentation des prix, mais si la nourriture devenait à manquer. Et la 6e extinction de masse semble être en route. Les espèces disparaissent à une vitesse 100 fois plus rapide que normalement. Et ce phénomène est extrêmement rapide si on le compare aux extinctions qu'il y a eu il y a plusieurs millions d'années. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Deuxième constat, c'est le régime capitaliste qui est le grand coupable, je crois. Depuis 200 ans, la philosophie capitaliste a mis en place un système de production à grande échelle qui a écrasé les économies locales. Et ce système a pollué les eaux, les airs et la terre partout sur la planète. Le grand malheur, c'est qu'on continue à nous vendre l'idée de la prospérité à tout prix. Que ce soit M. Legault qui parle tout le temps d'argent ou que ce soit maintenant les SPP, vu que le PQ a le vent dans les voiles, qui nous propose le budget de l'an zéro avec un Québec prospère, même après 200 ans de désastre, faire de l'argent, je pense qu'on n'est plus rendu. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le troisième constat, c'est une infime minorité qui décide et qui s'enrichit dans ce système-là. Les fortunes personnelles sont devenues indécentes et quelques multimilliardaires possèdent la richesse de la planète, de la richesse mondiale
Et il n'y a jamais eu autant de monde qui dorment dans les rues et qui ont de la difficulté à s'alimenter correctement. Le régime capitaliste fonctionne, on le sait, sur le servage massif de la population pour mettre la population au travail, pour créer l'enrichissement de quelques individus. De la même manière, un peu, les budgets gouvernementaux ne cessent pas d'augmenter. Dans les années 70, par exemple, le budget québécois était de l'ordre de 7-8 milliards. Aujourd'hui, on est rendu à 120 milliards. Donc, en quelque sorte, la démocratie est une illusion parce qu'on a remplacé le roi et son conseil privé, si vous voulez, par un premier ministre et sa garde rapprochée. Et dans les faits, c'est encore et toujours une poignée d'individus qui décident pour la masse. Et en conclusion, je l'encadre encore une fois, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible. 1, la planète agonise et l'avenir de nos enfants est précaire. 2, le système capitaliste nous cause des dommages quasi criminels. Et 3, c'est une infime minorité qui profite de ce système-là. Et nous n'avons aucun pouvoir d'action, sauf un vote aux 4 ans. Donc, il est urgent d'agir et pour ces motifs, l'Alliance pour la famille et la communauté a été créée en 2022. Et la mission est assurer la survie du peuple canadien-français et la continuité de l'usage de sa langue et ses coutumes. Préparer son avenir avec une vision inclusive de toutes les communautés. Garantir aux générations futures des moyens démocratiques authentiques pour prendre leurs décisions. Léguer à nos successeurs un environnement propice à la pérennité de l'humanité. Structurer la transition impérative de l'individualisme moderne vers la renaissance de la famille et le mieux-être des communautés. Mettre un frein progressif au marché du travail industriel réalisé dans l'intérêt des élites minoritaires ou pour l'enrichissement individuel ou dans un but exclusivement capitaliste. Et notre vision pour arriver là, c'est que de toute urgence, il faut entreprendre un virage démocratique majeur pour donner au peuple québécois le pouvoir de participer aux décisions qui le concernent et lui fournir des moyens de contribuer à la promotion de son bien commun et de s'impliquer au service de sa collectivité. Concevoir un plan supérieur de subsistance à long terme fondé sur la confiance en notre peuple, sur l'ouverture à l'implication d'un électorat mieux informé, sur la valorisation de toutes nos ressources, sur une juste et équitable redistribution de la richesse, sur une importante décentralisation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, et sur une profonde réorganisation de notre gouvernance dans un esprit de développement stratégique indispensable, durable et honnête envers chaque communauté, chaque famille et tous les membres de notre société. Alors voilà pour l'Alliance et la famille et les communautés. Bien, merci beaucoup. C'était une bonne présentation, très, très complète, je pense. Alors, on va commencer avec les questions. Vous avez déjà prononcé dans votre énoncé, vous avez fait référence à la démocratie. Alors, on commence par la base de s'assurer qu'on parle de la même chose. Alors, quelle est votre définition de la démocratie? En ce qui concerne la démocratie, justement, il n'y a pas longtemps, j'ai adressé une lettre à tous les chefs des autres partis politiques provinciaux. Comme je vous disais, l'Alliance a été créée en août 2022, il n'y a pas tellement longtemps, donc on embarque dans le processus de se mettre en place sur le plan législatif et sur le plan administratif, notamment auprès du directeur des élections du Québec. Et à ma grande surprise, on n'a même pas commencé à recevoir un premier don
et on est déjà endetté de 2 000 $. Pourquoi? Parce qu'en 2022, on a choisi de ne pas faire aucune dépense et de recevoir aucun don. On a participé à la campagne électorale, mais d'avoir aucun... Le compte est à zéro. Sauf que le DGEQ a fait un dépôt d'une soixantaine de dollars dans notre compte de banque et on nous exige dans le rapport financier d'être audité par un CPA, un comptable agréé. Donc là, ça coûte 2 000 $ pour faire vérifier un montant de 60 $ qui a été déposé par le directeur général des élections dans notre compte de banque. Donc, déjà là, j'ai posé la question, j'ai adressé une lettre à tous les chefs en ayant pour objet notre démocratie souffre d'une maladie, l'argent. Est-ce que c'est normal dans un processus démocratique qui devrait être ouvert à tout le monde d'avoir le droit de présenter des idées politiques et de s'investir sur la scène politique dans son propre pays, qu'en partant, on nous mette des bâtons dans les roues et qu'en fait, l'imputabilité de vérifier un montant de 60 $ qui a été déposé par le DGEQ devrait, selon moi, revenir au DGEQ. Et non pas à nous si on n'a fait aucune transaction, on n'a reçu aucun don, on n'a rien, c'est zéro. On n'a rien dans l'article 114 et 115 de la loi. Donc, dans cette lettre-là, j'ai mis une définition, dans le fond. Pour l'AFC, la démocratie doit non seulement reconnaître, mais protéger les libertés civiles telles que la liberté d'expression et de réunion. Ce droit de participation politique devrait naturellement comprendre le droit de former des associations politiques et d'exercer les droits indépendants que sont la liberté d'expression et d'opinion et la liberté de réunion, et ce, sans oppression systématique ou systémique. Donc, j'ai fait des propositions d'amendement à la loi. Je pense que s'il n'y a aucune transaction dans notre compte de banque, et qu'on doit produire un rapport, qu'on doit payer quelqu'un 2 000 $ pour vérifier une transaction du DGEQ, ça n'a pas de sens. Mais, écoutez, ça, c'est une chose sur laquelle je pense qu'il faut se questionner au Québec. Maintenant, la société québécoise est-elle réellement démocratique? C'est la question que je posais, mais si on va plus loin que ça, depuis longtemps, on nous dit qu'il y a 3 pouvoirs indépendants, qui est le législatif, l'exécutif et le judiciaire dans une société. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Québec? Par exemple, le parti de M. Legault actuellement a le contrôle du gouvernement et est extrêmement majoritaire, donc c'est lui qui contrôle l'exécutif. Les commissions parlementaires, il est majoritaire dans toutes les commissions parlementaires où il y a des lois qui vont être entendues et jugées, votées par des députés qui sont présents à la commission parlementaire. Donc, il y a le contrôle total sur le législatif également. Et on l'a vu depuis qu'il est là, il a passé plusieurs lois par le bâillon. Donc, il va encore plus loin. Et en plus, c'est quasi le Conseil des ministres, en passant par le ministre de la Justice qui nomme les juges. Et dans un des dossiers que j'ai travaillé dans les 4 dernières années, j'ai démontré que 80% des juges qui sont nommés à la Chambre de la jeunesse sont d'ex-avocats du gouvernement. Ils sont choisis. Souvent parmi les avocats même de la DPJ. Donc là, l'indépendance des pouvoirs, est-ce qu'elle existe réellement? Si c'est le même parti politique qui contrôle à la fois le législatif et l'exécutif. Je ne crois pas. Et dans les années 2000, on a vu la cause avec la commission Bastarache de M. Bellemare contre Charest, où M. Bellemare a accusé le Parti politique libéral de lui imposer des choix de juge au judiciaire. Et par exemple, on a choisi le juge Bastarache, qui est un ami de Jean Chrétien, qui avait été nommé juge à la Cour suprême par les libéraux, qui a pris la commission en charge pour étudier ce dossier-là. Donc, qu'est-ce qui a résulté en bout de ligne? Aucun changement.
aucun changement. Donc, on nomme les juges au gré de la volonté de quelques ministres au Québec. Donc, l'indépendance des trois pouvoirs est très discutable. Et ça, c'est une chose qu'on veut mettre de l'avant pour séparer les pouvoirs. On pense que, dans le fond, les gens qui gèrent le législatif, qui sont à l'Assemblée nationale, ne devraient pas avoir le pouvoir de dépenser, qui devrait appartenir à une autre forme de gouvernance. Ça, on arrivera plus tard peut-être à ça. Mais ça, c'est une chose. Et je ne crois pas non plus que c'est tout simplement en adoptant un mode de vote proportionnel mixte régional ou national qu'on va changer ça. Peut-être que ça va aider à faire des formes de gouvernement peut-être un peu plus démocratiques pour former des gouvernements de coalition. D'accord? Mais on ne change pas le fait que c'est un parti politique qui possède les trois pouvoirs et qui fait la pluie et le beau temps avec trois pouvoirs en main. C'est pas normal. Vous avez donné, je vais me permettre, vous avez donné beaucoup d'exemples, je dirais, de ce qui n'est pas des démocraties. Mais pourriez-vous comme résumer qu'est-ce qui serait un modèle, qu'est-ce qui pourrait être un modèle de démocratie en une phrase ou deux? Bon. Ce qu'on propose, nous, dans le fond, c'est que l'Assemblée nationale devienne bicamérale, un peu comme à Ottawa, dans le fond, avec une chambre, comme au Salon Bleu présentement, dans le fond, à former des députés élus, et une autre chambre qui serait des représentants nommés par chaque autre forme de gouvernement. Et là, on propose, dans le fond, de créer une vingtaine de gouvernements au Québec. Et pas juste des gouvernements de région, des gouvernements aussi qui seraient fondés sur des communautés. Par exemple, il pourrait y avoir un gouvernement pour les affaires de la population LGBT, par exemple, ou pour des populations d'étrangers, ou pour certaines divisions de la population, et des gouvernements régionaux qui gèrent le pouvoir de dépenser. Ça, niveau exécutif. Au niveau exécutif, une vingtaine de gouvernements indépendants avec des budgets appropriés qui gèrent le pouvoir de dépenser, et l'Assemblée nationale deviendrait uniquement législative. C'est-à-dire que les élus s'occuperaient des lois générales et l'autre chambre des représentants de chacune des communautés ou des régions de la vingtaine de gouvernements aura un pouvoir de surveillance, un peu comme le Sénat au Canada, par exemple. Et ajouter à tout ça des moyens démocratiques de démocratie plus directe, c'est-à-dire que chaque citoyen pourrait, dans sa propre commune ou communauté, gouvernement de communauté, proposer des amendements des lois ou proposer tout simplement des projets de loi ou proposer des idées. Un peu comme ça se fait en Suisse et comme beaucoup de gens le proposent de toute manière. Et sur la question des enjeux qui sont plus sociaux ou moraux, au lieu, par exemple, comme des projets de loi qu'il y a eu sur l'immigration qui se retrouvent, ou les projets de loi sur la charte des valeurs, ou peu importe, qui se retrouvent, finissent par se retrouver devant les tribunaux, devant la Cour supérieure canadienne, ça devrait être une décision populaire pour régler ces dossiers-là qui ont des valeurs plus sociales. Toutefois, je mets un bémol à ça dans le sens que il faudrait que les gens qui vont participer aux grandes décisions soient bien informés. Donc, grosso modo, c'est le modèle qu'on propose, mais bon, pour plus d'informations, il faut visiter notre site, c'est plus détaillé là. Mais en deux mots, c'est ce que je peux vous dire sur une autre forme de démocratie. Votre vision de la démocratie. OK. Selon vous, on sait qu'il y a une perte de confiance importante de la population face à toute la classe politique. Est-ce que ce serait quoi, selon vous, les causes qui font que les gens ont plus confiance aux politiciens? Écoutez, après avoir voté une fois par 4 ans, qu'est-ce qui reste?
Il n'y en a pas de moyen d'action, ou presque pas, presque rien du tout. Et à certains moments, si vous me le permettez, on se fout de notre gueule. Et je vous donne un exemple frappant. En 2020, j'ai lancé une alerte sur l'abolition de la primauté parentale. Et j'ai alimenté par des recherches. Bon, j'ai été recherchiste à l'Assemblée nationale, je suis habitué à fouiller dans la documentation également, et j'ai démontré plusieurs choses. Et en 2022, lorsque la commission parlementaire s'est réunie sur le projet de loi 15 qui allait enlever l'article 2.2 de la loi qui dit que le parent est le premier responsable de l'enfant, quand la commission est ouverte, j'avais communiqué avec la secrétaire de la commission parlementaire et j'avais fait une demande préliminaire pour être entendu au nom de la famille biologique. J'ai déposé un mémoire de 200 pages au nom de la famille biologique. Et en 3 jours, 15 000 personnes ont envoyé des courriels à la secrétaire et aux députés qui siégeaient sur la commission pour que je sois entendu pour parler au nom de la famille biologique du Québec dans ce projet de loi-là pour mettre de l'avant certains arguments. Et par ailleurs, j'ai rencontré le comité les vice-présidents du Comité des droits de l'enfant des Nations unies également, et eux ont pris le temps de lire mon mémoire et m'ont dit qu'effectivement, on a besoin d'un retour du balancier à certains niveaux dans ce dossier-là. Mais c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu dans l'histoire du Québec, qu'une commission parlementaire reçoive des dizaines de milliers de courriels en quelques jours pour que quelqu'un puisse être entendu au nom d'un groupe. Parce que c'est toujours le même monde qu'on reçoit, là. Les représentants du barreau du Québec, les représentants de l'ordre des psychologues, etc., etc. Donc, on sélectionne notre monde qui vont un peu dans ce que la loi s'en va. Donc, tout est aiguillé. Maintenant, si au Québec, on refuse de donner la parole aux parents biologiques dans le cadre d'un projet de loi qui touche les droits de l'enfant et les droits de la famille, et qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui veulent être entendues, comment peut-on continuer à avoir confiance? Il s'agit de nos enfants. Donc ça, c'est un élément aussi, dans le fond, et on l'a vu aussi dans le cadre de la COVID-19, par exemple. Le gouvernement cachait plein de choses à l'opposition qui lui demandait d'avoir des informations. Le gouvernement cachait des preuves. Les décisions étaient pratiquement prises en cachette. On ignore tout ce qui est autour parce qu'on possède le pouvoir total, comme je vous disais tout à l'heure. On a l'exécutif entre les mains, on a le législatif entre les mains et on est proche du judiciaire en quelque sorte. Donc, comment on peut avoir confiance si on ne peut pas participer dans rien? Par ailleurs, un autre élément, je pense que d'énormes quantités de promesses électorales qui ne sont jamais tenues ou que bien souvent sont justifiées d'une manière discutable et parfois même douteuse. Donc, en bout de ligne, la population, on s'en vient à penser que les populations, que les politiciens, pardon, sont pratiquement menteurs. Et on l'entend souvent, ce genre de discours-là. Et là, aujourd'hui, ça craque de partout. Et je vous dirais que j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, je vous dirais que sur 125 députés, c'est 5 personnes qui dirigent et qui ont le pouvoir. Un député qui veut se lever et qui n'est pas d'accord avec les lignes de parti, c'est pas trop long qu'on lui montre la porte. Donc, les députés d'arrière-ban prennent presque jamais la parole. Il y en a des fois, après une législature, après 4 ans, ils se lèvent après 4 ans. On dit « Ah, je ne l'ai jamais vu à l'Assemblée nationale, celui-là, ou celle-là. » Donc, et ces députés-là ont comme un rôle aussi aujourd'hui de védétariat. Donc, même si notre planète est au bord du gouffre et qu'on voit des problèmes planétaires importants, et les députés, est-ce que
qu'est-ce que ça peut nous faire que François Legault aime les petits gâteaux Vachon ou que le député de Granby organise un party hot dog dans sa circonscription ou qu'une autre ministre aime le poulet barbecue d'un restaurant à côté de chez eux? Cet aspect-là du végétariat aujourd'hui, c'est une abomination. Et je pense que les gens en ont ras-le-bol de ce genre de façon de procéder-là. OK. Dans les discussions, nous, qu'on a à l'interne sur une nouvelle constitution, une question revient souvent, c'est l'imputabilité des politiciens élus par rapport à leur engagement électoraux. Fait que vous l'avez mentionné un petit peu. Avez-vous des choses à ajouter spécifiquement par rapport à ce point-là? Ben, en ce qui concerne l'imputabilité, je pense que pour moi, la question n'est pas vraiment là parce que, je veux dire, selon nous, l'objectif n'est pas vraiment de rendre le système imputable. L'objectif est plutôt de le changer, le système. C'est pourquoi rendre 125 députés imputables si c'est seulement 5 personnes parmi ces 125-là qui dirigent. Par exemple, on pourrait pointer du doigt François Legault, Fitzgibbon, M. Jolin Barrette, M. Dubé. Mais les autres, et s'ils ne sont pas d'accord, on va jouer à la chaise musicale. Et on le voit, M. Fitzgibbon, dans le fond, en donne l'exemple frappant. Je ne pense pas que ça l'empêche de dormir, l'imputabilité. Donc maintenant, pourquoi rendre 125 députés imputables si c'est seulement 5 personnes qui gèrent tout? On va mettre quelques têtes sur la bûche et ça ne changera peut-être pas grand-chose. Et en ce qui concerne l'imputabilité au Québec, si je vais plus loin, si vous me permettez d'aller un peu plus loin, on a des ordres professionnels, on a des codes de profession et on a des conseils de discipline qui gèrent tout ça. Donc, les médecins gèrent les pénalités, ils gèrent les plaintes contre les médecins, les avocats gèrent les plaintes contre les avocats avec un membre du conseil de discipline de l'ordre des professions. Je vous dirais, par exemple, qu'en 2018, la plus grosse pénalité qui a été imputée à un travailleur social du Québec, c'est moins que la pénalité qu'on a donnée à un plaignant privé en lui chargeant les frais de restauration, les frais d'hébergement du conseil de discipline et divers frais judiciaires pour avoir déposé une plainte privée contre un travailleur social. Donc là, il faut se poser des questions. Et on le sait très bien, dans ce système professionnel-là au Québec, les personnes, notamment au gouvernement, se protègent entre eux. Donc, l'imputabilité, pour moi, avec le système de la façon qui est composé, de la façon qui est organisé actuellement, c'est une autre illusion. OK. Reconnaissez-vous l'influence des lobbies sur les politiques? Je ne sais pas exactement comment répondre à votre question. Par exemple, moi, je suis directeur d'un musée et bon, nécessairement, on fait un peu de lobby puisqu'on est un organisme à but non lucratif, notamment un organisme de bienfaisance. Et on approche certains députés ou ministres pour avoir de l'aide financière. Donc, pour solliciter, il faut s'inscrire à Lobby Québec. Donc, on est inscrit à Lobby Québec. Mais je ne sais pas si l'imputabilité, dans le fond, doit être plutôt au niveau des lobbyistes autant qu'au niveau des élus qui les reçoivent. Parce que les élus, ils choisissent qui ils vont recevoir, ils choisissent à qui ils vont donner, à qui ils vont répondre. Donc, ce n'est pas autant... Et toutes les informations sur les lobbyistes, vous les trouvez sur Lobby Québec, qui ont rencontré quand et pour quel sujet, qu'est-ce qu'ils ont demandé, qu'est-ce qu'ils ont reçu, etc. Tout est publié. Est-ce que c'est pas plutôt les élus qu'il faut encadrer que les lobbyistes? La question que je me pose par rapport à tout ça. Et on choisit souvent des lobbyistes parce qu'on choisit des groupes d'intérêt qui vont rapporter des votes à la prochaine élection. C'est ce que je crois. OK, c'est bon.
Que pensez-vous de l'influence maintenant des réseaux supragouvernementaux? On parle ici des institutions comme l'ONU, l'OMS, l'UNESCO, sur notre système politique et sur nos politiciens. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose pour élaborer notre vision globale, pour élaborer nos politiques, puisqu'ils font beaucoup de recherches et produisent beaucoup de documentation à caractère général et pour des orientations spécifiques. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai rencontré les vice-présidents du Comité des droits de l'enfant. Et puis, on parlait de la même chose ensemble. Maintenant, tous ces organismes-là, malheureusement, n'ont aucun pouvoir territorial. C'est un peu comme le protecteur du citoyen ou la Commission des droits de la personne. Donc, ils sont là ils ont le pouvoir d'enquêter, ils font des rapports, mais ça se limite à des recommandations. Donc, le pouvoir est limité. Par exemple, le président des Nations Unies nous a dit récemment qu'on s'enligne vers un suicide collectif. Il faut changer. Donc là, maintenant, on nous propose de la carboneutralité 2050. Donc, c'est beau, mais ça va être quoi la suite? Il n'y a pas de pouvoir territorial aux Nations Unies. On propose des idées. Maintenant, présentement, chaque pays est en train de rédiger leur politique carboneutre pour 2050. Mais si vous prenez le temps d'aller vérifier, vous allez vous rendre compte, par exemple, en Angleterre, qui était l'instigateur, dans le fond, de la révolution industrielle des 200 dernières années, qui nous a amenés au désastre qu'on vit aujourd'hui. Si vous allez voir la politique de l'Angleterre, qui récemment a reculé sur certains engagements, vous allez voir, dès les premières pages, on va vous dire que c'est une opportunité d'affaires et que c'est une occasion de créer des emplois. Maintenant, est-ce qu'on va venir nous dire dans 30 ans, on s'excuse, mais on n'a pas été capable d'atteindre les objectifs? Mais pendant ces 30 années-là, on va produire, les industriels, les grands industriels, les grands capitalistes vont vous produire une panoplie d'objets et de produits carboneutres pour vous les vendre. Ils vont vous les faire fabriquer également. Et les gouvernements certains vont taxer indirectement pour combattre les changements climatiques, ce qui est fort possible comme solution. Est-ce qu'on peut continuer dans tout ça? Mais pour répondre à votre question, dans le fond, oui, je suis d'accord avec l'existence de ces organismes-là, puisque je trouve qu'il y a des bonnes recherches, il y a des bonnes informations. Malheureusement, le pouvoir territorial fait que ces organismes, que les pays font ce qu'ils veulent sur leur territoire. OK, très bien, c'est clair. Quelles sont vos propositions pour diminuer l'impact des lobbies? L'impact des lobbies. Bien, comme je vous disais tout à l'heure, dans le fond, il faut se poser la question si c'est vraiment les lobbyistes ou si c'est les députés qu'il faut surveiller. Là. Et actuellement, c'est la seule forme de communication qu'on peut avoir avec les gouvernements, dans le fond, là, le lobbyisme. Et comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut même pas se représenter en tant que famille biologique auprès du gouvernement. Là. Et puis, le lobbyisme en tant que tel n'est peut-être pas mauvais, mais l'impact que je vois dans le fond, c'est des répercussions pour aller chercher des votes, de donner des bonbons à certains lobbyistes qui sont des groupes importants dans la société qui rapportent des votes après 4 ans. Mais pour diminuer l'impact, je ne sais pas si c'est nécessaire vraiment de diminuer l'impact. Et encore une fois, je reviens à mon principe de base. Je pense que le bobo n'est pas là. C'est le système en soi qu'il faut réformer en profondeur. OK. Est-ce que des comités de citoyens tirés au sort pourraient faire en sorte de diminuer les conflits d'intérêts des gouvernements?
Moi, j'ai une certaine réticence par rapport. Par contre, je vous disais tout à l'heure que je propose de mettre en place des moyens démocratiques pour que les citoyens puissent s'investir, mais notamment s'ils sont bien informés. Mais le comité citoyen, le tirage au sort en tant que tel, je vous donne un exemple. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, que dans le fond, le monde est au bord du gouffre. Si on continue comme ça, on s'en va vers un désastre, et comme le président des Nations Unies le disait, un suicide collectif. Donc, dans ces conditions-là, je pense qu'on ne peut pas fonder nos décisions cruciales sur un tirage au sort quand la survie de l'humanité est en jeu. Maintenant, je pense que tout ça, il y a un autre problème aussi qui se pose. Si on tire au sort des personnes, est-ce que les gens qui vont être tirés au sort, dans le fond, ont un intérêt pour participer à certaines décisions? On ne peut pas laisser, dans le fond, des décisions entre les mains des personnes qui ne sont pas intéressées à s'informer et qui ne sont pas intéressées à s'investir ou qui sont incapables de le faire. Donc, pour ces motifs-là, je trouve ça un peu difficile. Et comme je vous disais tout à l'heure, je pense que ce genre de choses-là est plutôt applicable quand on parle de quelque chose qui a un caractère vraiment moral, un caractère social, plus sociétal, plus global dans tout ça, au lieu d'aller plus directement vers un tirage au sort. Je pense qu'il faut que les gens puissent s'investir. Il faut d'abord développer une confiance en nous de s'investir dans un processus et d'avoir des moyens. Ça peut être un des moyens parmi tant d'autres aussi que la population puisse s'investir. Oui, peut-être me permettrait de recadrer ça dans le sens que quand on dit est-ce que les comités citoyens tirés au sort pourraient faire en sorte de diminuer les conflits d'intérêts? Donc, on ne parle pas nécessairement de remplacer totalement la gouvernance par du tirage au sort, mais peut-être plus une approche d'avoir des groupes avec de tirage au sort pour venir comme balancer d'autres groupes d'intérêt ou en plus, ou, comme chien de garde, autrement dit. Donc, ce n'est pas nécessairement tirer des gens au sort complètement au hasard puis les laisser décider. C'est plus d'utiliser le tirage au sort pour aller chercher des portions additionnelles pour venir contrebalancer les différentes puissances, comme par exemple les différents niveaux législatifs, comme vous parliez. Ça peut être dans le sens aussi des chambres bicamérales aussi, qu'on parle des fois, que une des chambres soit justement des gens dans la population tirés au sort pour agir comme contrebalancier à des groupes. Donc, ce n'est pas nécessairement de tout remplacer par du tirage au sort, mais c'est plus dans le sens d'utiliser cet outil-là par-dessus des institutions présentes. Si je le présente comme ça, est-ce que ça Oui, vous sonne différent? En termes d'outils, parce que je veux dire, comme je vous disais tout à l'heure, nous, ce qu'on prône, c'est une distribution du pouvoir. Okay? Que le pouvoir soit décentralisé. Donc, ça s'inscrit dans cette orientation-là et bien entendu, ça peut devenir un moyen de choisir. Premièrement, il faudrait l'expérimenter et aussi, il faut voir si les gens qui sont tirés au sort sont intéressés. Il faut vérifier l'intérêt de tout ça. Il y a peut-être des modes de vérification et aussi, je pense que l'information juste et appropriée des gens qui vont participer dans ce processus-là est cruciale pour la réussite. Il faut que l'information qui soit transmise aux personnes qui vont s'investir soit correcte, qu'on ne joue pas à la cachette avec eux autres. Vous comprenez? Oui, oui, tout à fait. L'information est cruciale. Dans ce sens-là, c'est un moyen qui peut devenir parfaitement acceptable parmi tant d'autres. Au lieu de laisser
le citoyen à devoir franchir la ligne de s'investir dans quelque chose, en étant tiré au hasard, on lui donne une petite poussée dans le dos, en quelque sorte. Ça peut être une façon de voir les choses aussi. Donc, j'étais rendu à la question il y a une question de polarisation dans la société. Est-ce que vous considérez que notre société, est-ce qu'il y a un problème de polarisation ou pas dans notre société? Polarisation des opinions. C'est sûr que en quelque part, je vous dirais que c'est un aspect qui est purement humain en quelque sorte. Je veux dire, je me souviens par exemple quand j'étais enseignant au cégep, il y avait des réunions de professeurs régulières dans un gros cégep à un moment donné. Et ça m'horripilait parce qu'il y avait toujours deux personnes qui s'affrontaient et derrière eux, des groupes qui les appuyaient. Donc, il y avait toujours une polarisation. Et on le voit aussi dans la société sur plusieurs thèmes. Maintenant, si le gouvernement n'avait pas tout le pouvoir de trancher et que la société avait des moyens, pas juste de se polariser, mais des moyens de voter ou de trancher de manière globale, une fois que la population aurait tranché sur un sujet, peut-être que les aspects de polarisation qui perdurent, on devrait accepter. Sinon, si on n'accepte pas une décision de société, comprenez ce que je veux dire? Donc, si on avait comme des référendums sur des questions qui sont polarisées au lieu de laisser ça entre les mains de quelques députés élus, quelques ministres, une fois que ce serait tranché par la population, les polarisations sur le sujet devraient nécessairement diminuer un peu, je crois. Peut-être pas non plus, mais bon. Je pense que si au moins on avait le choix de s'investir, on polariserait peut-être moins dans les rues. Et il y a un autre aspect aussi, peut-être, c'est l'aspect aussi du quatrième pouvoir, le pouvoir journalistique, comment tout ça est traité sur la scène journalistique. Et là, il y aurait un autre débat à faire là-dessus et je ne m'avancerai pas, mais il y aurait des gros changements à faire là-dessus. Parce que quand est-ce que vous allez entendre un journaliste parler de l'Alliance pour la famille et les communautés? Jamais. Le temps qu'on n'aura pas une chance de gagner les élections, il n'y a pas personne qui va parler de nous autres dans un journal. Tout à fait. Un petit peu dans la même lignée, dans le fond, j'ai une question sur la partisanerie qui dit, selon vous, quels enjeux pourraient être retirés de la partisanerie? Et ici, je vais me permettre de l'élaborer un peu. C'est dans le sens que, est-ce qu'il y a des sujets ou des thématiques ou des enjeux sociétals qui ne devraient pas être mis dans les mains des politiciens, mais qui devraient être mis ailleurs dans un autre contexte? Ça revient un peu à ce que je vous disais, que j'ai répété à quelques reprises, les enjeux plus d'ordre moral. Tous les enjeux d'ordre moral. Oui. Je pense que ça devrait appartenir au peuple et au monde qui vit sur le territoire de prendre des décisions qui ont rapport à leurs us et coutumes. Et là aussi, je me permets d'ouvrir une porte un peu sur notre plan, que si on enlève le pouvoir exécutif de l'organisation centrale et qu'on le distribue dans diverses communautés, et qu'il y a des gouvernements de communautés, dans ces gouvernements de communautés-là, par exemple, si on avait un gouvernement, j'ai donné l'exemple d'un gouvernement LGBT tout à l'heure, si on donne l'exemple d'un gouvernement musulman, par exemple, les gens de la religion musulmane, il y en a beaucoup. Donc, et s'ils peuvent s'organiser entre eux et prendre des décisions entre eux et avoir un peu plus de pouvoir et gérer leur communauté et répondre mieux à leurs besoins.
Donc là, vous comprenez que les enjeux, on les retire d'entre les mains des politiciens et on les laisse entre les mains des communautés qui ont des visions différentes sur ces enjeux-là. Parce que là, quand on passe une loi sur l'immigration, c'est pas long, ça prend 2 mois, on se retrouve devant la Cour supérieure. On passe une loi Est-ce que ce que je comprends, c'est dans le fond, c'est les enjeux qui touchent des sections plus restreintes de la population, ou juste un enjeu qui touche un territoire en particulier, par exemple, ben, ça devrait être les gens du territoire qui s'en occupent. Un enjeu qui touche un certain aspect, juste une partie de la population, que ce soit cette partie-là. C'est tout ça que je comprends. Absolument. Et je vous donne un autre exemple qui n'est pas sur disons, sur les enjeux de nature morale. Moi, je suis un Gaspésien, je vis en Gaspésie, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, où j'ai rencontré les maires, les élus de la région. Et je veux dire, tout est tellement centralisé. Ici, par exemple, si dans une route de bois, comme on dit par chez nous, en arrière, il y a une calvette qui est brisée, n'importe qui, là, à 2 coins de rue, avec un 10 roues et une pépine, va pouvoir réparer ça dans un après-midi. Ça va coûter 300-400 $, ça va être réglé. Mais là, on ne peut plus. Là, il faut appeler le ministère de l'Environnement, il faut appeler le ministère des Transports. Il faut que ce soit des plans signés par un ingénieur. Après ça, ça revient parce qu'il y a une case qui n'a pas été remplie dans le fonctionnaire. Et ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Ça prend des mois, voire des années pour régler des problèmes qui pourraient être réglés dans un samedi après-midi. Et en Gaspésie, on est victime du système qui est maintenant fait pour les grandes villes. Centralisé, oui, à l'extrême. Parfait. Gouvernance, transparence des gouvernements. Est-ce que vous trouvez que la transparence des gouvernements pourrait être améliorée et comment? J'ai déjà répondu un peu à la question en vous parlant de la COVID-19, de M. Legault et de la façon dont il gère son gouvernement. Par exemple, le dernier projet qu'il nous a présenté de faire de l'argent avec son usine de batterie à 7 milliards, ils ont changé la loi 1 an avant. Bon, OK, c'est pas tout à fait ça dans leur présentation, mais je veux dire, on lit entre les lignes, là, hein? C'est pas transparent d'avoir fait ça, là. Et comme au temps du comte de Montesquieu, qui lui établit les bases des 3 pouvoirs indépendants dans notre système pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, M. Montesquieu disait que vous donnez le pouvoir à un individu et inévitablement, il va être porté à en abuser. Donc, c'est encore dans la nature humaine. Et si le pouvoir était plus distribué, on aurait peut-être moins à faire face à cette question de transparence-là, parce qu'encore une fois, je vous ramène au fait que sur 125 députés, c'est 4 ou 5 qui dirigent tout, qui tirent les ficelles en haut. Donc, ce que je comprends, c'est qu'un lien avec pour améliorer la transparence des gouvernements, c'est la décentralisation. Là, je raccourcis, mais c'est un des éléments pour améliorer un des éléments, bien entendu. Et parce que là, je veux dire, si tout est entre les mains de quelques personnes qui décident que ce dossier-là, on le garde dans le tiroir, on ne le sort pas, c'est eux autres qui décident. Comprenez? Parfait. Parlons partis politiques. Dans le fond, à l'Assemblée nationale, il est constitué essentiellement de partis politiques. C'est pas un regroupement, en principe, c'est un regroupement de députés, mais en pratique, c'est des regroupements de partis politiques. En quoi les partis politiques sont plus compétents que le peuple pour organiser sa destinée? Plus compétent que le peuple. En soi, je veux dire, c'est le peuple qui donne le pouvoir à ces individus-là. Donc,
dans cet esprit-là, on nous dit aujourd'hui que démocratiquement, c'est le peuple qui décide. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont été choisis par le peuple. Mais je reviens encore à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas juste une question de compétence, c'est une question que le pouvoir est entre les mains d'une petite poignée d'individus. Il faut le distribuer. Et ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Ouais. Et je pense qu'au point où on est rendu là, avec ce qui se passe et ce qu'on observe, et là, je veux dire, je ne prêche pas pour ma paroisse, tout le monde le voit, tout le monde le sait. On est rendu à un point où il faut se poser des sérieuses questions pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Je pense que l'occasion aujourd'hui de changer cette optique-là, que le pouvoir est toujours entre les mains des politiciens. Est-ce que les politiciens sont meilleurs que nous autres? Il y a certains spécialistes qui vont dire que oui, les riches sont plus aptes à prendre les décisions économiques que les pauvres. Il y a toutes sortes de théories. Mais ce pouvoir-là, est-ce qu'il a déjà été distribué? Jamais. Peut-être tu remontes au temps des cités grecques, mais là, c'est une autre histoire. Les populations sont trop grandes aujourd'hui pour revenir à ce système-là, mais je pense qu'il est possible de distribuer le pouvoir et de donner la chance aux gens de s'investir et d'avoir confiance en nous, tout simplement, d'avoir confiance aux autres également dans notre société. Je pense que vous venez de répondre à la prochaine question. C'est quelle solution proposez-vous pour une gouvernance juste et démocratique? Et puis, je pense que vous venez de le dire, c'est une redistribution des décisions. Ça fait partie de la chose. Et je pense qu'il faut... j'en ai pas encore parlé publiquement, donc je pense qu'il faut changer de philosophie politique. Depuis 200 ans, depuis qu'on a aboli les monarchies, dans le fond, on est tombé dans les monarchies constitutionnelles et on a mis l'individu au centre de tout ça. Les droits de l'homme, les droits individuels pour se protéger contre l'État. Mais en réalité, l'État n'a pas changé tellement. Comme je disais tantôt, dans le fond, au lieu d'avoir un roi et son conseil privé, on a un premier ministre et sa garde rapprochée. Donc, on est encore aux prises avec une petite clique d'individus. Et l'individualiste est au centre. Les gens peuvent s'enrichir à des richesses incommensurables. Je pense qu'il faut changer ces philosophies-là pour remettre plus les notions de famille et de communauté au centre avant le droit individuel qui passe par-dessus tout. Il faut aller dans quelque chose d'un peu plus global, d'un peu plus l'idée d'ensemble. Parce que là, notre survie est menacée là, à long, à moyen terme. Donc, changer la philosophie du libéralisme pour passer à ce que j'appelle le décapitalisme progressif. OK, c'est un angle intéressant. J'aime bien. Le décapitalisme progressif qui serait fondé sur de nouvelles valeurs que l'individualisme, plus sur la famille, et pas juste sur l'idée de faire de l'argent, mais sur l'idée des bénéfices, plutôt que juste l'argent. Et différentes choses. Je vais en parler dans les prochains mois éventuellement, mais c'est ce que je vois je comprends, c'est un changement énorme et majeur, et j'appelle ça l'énorme réforme aussi. Mais si on ne fait pas le pas de se donner confiance et d'avoir confiance aux autres, on risque de ne pas y arriver. Et nos enfants et nos petits-enfants
vous vous en doutez, ils risquent de souffrir. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce qu'on se lève debout? Est-ce qu'on fait quelque chose? Ou tout simplement, knock, knock, knocking on heaven's door. Hein? C'est comme si le grand nuage noir est arrivé. Et là, on se sent comme si on frappe aux portes du paradis. Et on laisse tout ça aller entre les mains du système capitaliste qui nous dit avec son net zéro 2050, on va faire le ménage maintenant. Est-ce qu'on peut continuer à accepter de tout remettre entre les mains des gens qui nous ont rendus dépendants à un immense système qui ne fonctionne plus et, comme je le disais, qui est quasi criminel pour les dégâts qu'il a causés. Est-ce qu'on se donne la chance aujourd'hui, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, de changer ça? Et comme René Lévesque le disait si bien, un parti politique est un mal nécessaire si on veut entrer dans les rouages de la démocratie. Parce que sinon, qu'est-ce qui reste? Vous allez prendre les armes, faire une révolution. On n'est plus au temps des épées. On ne peut plus faire ça. Pour moi, c'est impossible. C'est impensable. OK, je comprends qu'il y a encore des guerres dans le monde. Mais la seule avenue doit nécessairement passer par le politique. Et c'est pour ça que l'Alliance a été créée en 2022. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il faut passer par le politique pour changer le système. Sinon, ça va continuer. Puis, à un moment donné, on va se ramasser dans une société où il va y avoir des François Legault dans un gratte-ciel à 5 millions, puis en bas, le monde va manger à la soupe populaire, puis ils vont dormir dans la rue. Et ça, cette image-là, on partage des éléments par rapport à la mission de l'Alliance, clairement sur ce point-là. Nous aussi, on croit vraiment qu'il faut travailler avec le politique et pour le modifier, pour arriver à quelque chose de pacifique et de constructif. Il faut suivre les règles. Mais une fois que le pouvoir a été pris, ça prend de la volonté politique pour changer des choses. Mais ça passe, c'est ça. Ça passe par une implication des gens. Ce n'est pas des gens qui vont le faire à notre place. La population doit s'impliquer elle-même. Hein. Là, je déborde un petit peu. J'arrive à la dernière question. C'est une question qui nous est toujours très intéressante parce que ça fait référence à notre position au niveau de l'Alliance et de la Constitution. Donc, nous, on travaille pour que le Québec mette en place une Assemblée constituante citoyenne pour mettre au point une vraie constitution écrite pour le Québec, parce que le Québec n'a comme pas de constitution formellement écrite. C'est un ramassis de toutes sortes de choses. Donc, nous, on est pour qu'on fasse le point. Les constitutions sont dues après un certain temps. Là. La nôtre est très ancienne. Donc, ça, c'est notre position, puis c'est notre mandat, puis notre but, d'amener les gens à mettre en place cette assemblée-là. Quelle est votre position, vous, votre parti, par rapport à cette proposition-là? Oui, tout à fait. D'ailleurs, une bonne partie d'une future ou d'une éventuelle constitution, si l'Alliance prenait le pouvoir, qui est déjà en partie mise en place dans un document qui n'est pas publié encore, mais l'exercice est déjà entamé, déjà enclenché, dans le fond, à se poser des questions et à établir des choses qui deviendraient éventuellement une constitution, notamment avec un tribunal constitutionnel en haut. Et comme on propose d'énormes changements dans le mode législatif, exécutif et judiciaire, c'est sûr que tout ça serait dans une constitution, bien entendu. Oui, je pense que c'est nécessaire qu'on devrait arriver là parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, bon, l'élément central de la Constitution au Québec, c'est la Constitution canadienne. On joue avec deux chartes différentes de droits et libertés et toutes sortes de documents qui gravitent autour de tout ça. Mais je pense qu'une constitution claire
avec une redistribution des pouvoirs et une séparation claire entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. C'est nécessaire, ça fait partie de la nouvelle Constitution. Et au-dessus de tout ça, un tribunal constitutionnel pour régler les différents conflits législatifs qui pourraient résulter de la nouvelle Constitution. Ça se fait dans d'autres pays, de toute façon. Donc, voilà. Parfait. Ben, merci énormément de votre participation et de votre coopération. En espérant qu'on aura d'autres conversations dans le futur, comme présentement, on y allait sur une forme question-réponse sans intervention pour être égal avec tous les partis. Mais on a espoir là, dans les prochains mois d'organiser plus des formules de type table ronde où on pourrait être plus en mode de discussion et être plusieurs à discuter. Donc, si jamais ça vous intéresse, ben, vous serez certainement invité et ça nous fera plaisir de vous avoir. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je vous souhaite bonne chance dans toutes vos démarches et c'est un plaisir de discuter avec vous. Bonne fin de journée.